T'as vraiment trop de la chance, toi. Tu sais écrire. Bah, t'es quand même ultra créative. Ouais, mais toi, t'as le temps. Combien de fois j'ai entendu justement ce genre de phrase où on me répète que j'ai de la chance, je sais écrire, j'ai du temps. Et à chaque fois que j'entends cette phrase, en fait, moi, j'ai envie de répondre que, ben non, je suis pas née avec le génie créatif et avec le don inné de l'écriture. En réalité, c'est quelque chose que j'ai appris au cours du temps. Je n'ai pas débuté l'écriture par un roman parfait, loin de là, puisque de toute façon, tout art, et l'écriture en fait partie, est toujours perfectible, ce qui veut dire surtout que personne ne naît naturellement avec un don. On peut naître dans une famille artistique, on peut être entouré avec un patrimoine culturel important qui fait que on va aller vers telle ou telle chose. Néanmoins, on ne naît pas, encore une fois, avec le génie créatif sorti de notre berceau. Et justement, ça va être l'objet de cette vidéo et qui, en réalité, sera ultra positive parce que ça montre que finalement, tout le monde peut écrire. Alors justement, pour commencer, je pense qu'on va peut-être faire un petit point de définition, genre comme à l'école. Ça tombe bien, je suis prof, donc c'est plutôt de circonstances. Bon, prenons la définition du mot don. Le don, qu'est-ce que c'est? C'est l'aptitude naturelle innée reçue en cadeau. Donc ça suppose que ce soit quelque chose de spontané et surtout qu'il soit présent dès notre naissance. Sauf que, je pense que, jusqu'à preuve du contraire, personne n'a jamais vu un bébé à la naissance prendre un crayon et dire « j'écris » ou « je dessine » ou se mettre à jouer de la musique. Voilà, c'est assez rare. Ou alors, trouvez-le moi. Bon, surtout si on partait du postulat que l'écriture serait un don, ça veut dire que soit vous naissez naturellement avec ce don, soit vous naissez pas avec ce don, et donc du coup, en gros, c'est foutu pour vous, laissez tomber, c'était déjà là à la naissance. Ça efface en réalité la possibilité d'un travail, et c'est là justement où je veux en venir. Pourquoi? Eh bien parce que si à l'inverse je prends la définition du travail, effort répété, persévérance, acceptation de l'erreur, ou encore le mot apprentissage, processus progressif avec essai, échec, correction. C'est ce qui fait que tout le monde, finalement, peut progresser. Donc, dans un sens, on aurait un don qui ferait, en fait, de vous un génie. Et là aussi, pareil, le génie, faculté exceptionnelle de création ou d'invention, considérée comme rare, voire surnaturelle. Et, encore une fois, cela s'opposerait, du coup, au fait que vous êtes en capacité de travailler. Et donc, vous-même, d'acquérir la faculté de pouvoir écrire un roman. Et oui, je vous dis tout ça parce que quand on parle d'art, on adore parler de génie, on adore parler de don. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui va écrire un livre qu'on va considérer comme exceptionnel, quand on va voir une œuvre d'art, quand on va écouter une musique, on va dire celui-là, il a un don, c'est un génie. Sauf que, encore une fois, ça finalement c'est l'image qui a été créée, qui a été mythifiée. Mais cette image mythifiée, elle échappe encore une fois à la possibilité, en réalité, que cette personne, elle n'est pas née naturellement avec ça. En fait, elle a travaillé pour acquérir un résultat. Et ça, justement, c'est hyper important, de déconstruire ce mythe. En fait, il faut savoir que la plupart des écrivains, Zola, Victor Hugo et compagnie, Balzac, Stendhal, Proust et tout, tous ces gens-là, c'est pareil, ils ont appris au cours du temps. Après, on va revenir évidemment sur l'environnement social et culturel dans lequel on est, parce que forcément, si on est dans une famille d'artistes ou si on est avec des parents qui nous donnent la possibilité de pouvoir acquérir certaines choses, et évidemment c'est plus facile. Il ne s'agit pas non plus de dire que tout le monde peut y arriver, dans le sens où en soi tout le monde peut y arriver, mais certaines personnes vont être bien sûr privilégiées. C'est le principe du déterminisme social. C'est-à-dire que oui, on pourrait partir du postulat que en réalité si on part tous au même point, on a tous les chances de réussir. Malheureusement, on sait que la société fait qu'on n'est pas tous nés avec les mêmes chances, que l'égalité des chances qui est prônée par l'école et que moi, la première, je veux mettre en avant dans mon métier, on sait en réalité qu'elle est quand même biaisée parce que en fonction de la famille dans laquelle vous êtes né, en fonction de votre genre, en fonction de vos origines, eh bien, on va pas forcément se heurter tous aux mêmes difficultés. Néanmoins, encore une fois, je trouve que déconstruire le mythe de l'artiste qui en fait finalement aurait un don inné, ça permet surtout, encore une fois, d'ouvrir la possibilité que tout le monde en réalité, par le travail, puisse acquérir quelque chose et puisse en tout cas progresser.
Et encore une fois, c'est le principe de l'apprentissage. Néanmoins, effectivement, comme je vous le disais juste avant, il y a le principe du déterminisme social, c'est-à-dire qu'on ne part pas quand même tous avec le même patrimoine au départ. À savoir que si vous êtes né dans une famille avec vos parents qui écrivent, qui dessinent, et qui ont une bibliothèque chez eux, ou des parents qui, à l'inverse, eh ben, en fait, n'ont aucune connaissance culturelle, ou en tout cas ne s'y intéressent pas, qui n'ont jamais lu, c'est sûr que vous allez peut-être beaucoup moins vous intéresser à la lecture que quelqu'un qui s'y serait intéressé. Pareil pour la peinture, pareil pour autre chose, mais on peut prendre un autre exemple qui serait le sport. Si vous êtes né dans une famille de sportifs, c'est sûr que vous allez peut-être davantage vous intéresser au sport, et du coup davantage acquérir des choses liées à cette discipline, qui fait que vous allez pouvoir progresser plus vite. Si vous regardez notamment les athlètes, des familles du coup de très grands sportifs, eh bien souvent on voit que chez les athlètes, il y a souvent des familles avec en fait des médailles qui se perpétuent de génération en génération, mais c'est pas que l'enfant naît naturellement avec le don, je sais pas, par exemple dans la natation, de savoir nager comme son père et de devenir aussi un athlète olympique, c'est juste qu'en fait il a été mis dans un bassin très tôt par son père qui était nageur olympique, qui fait que du coup il a pu se diriger plus facilement et plus vite vers les JO. Mais c'est juste parce qu'il est né dans cette famille qui en fait l'a poussé dans ce sens-là. Ça veut pas dire que quelqu'un qui n'est pas né dans une famille de nageurs ne peut pas se mettre à la natation et ne peut pas acquérir la même chose. Par contre, effectivement, peut-être qu'il partira plus tard que l'autre, et ce qui peut du coup handicaper aussi la possibilité de gravir les échelons plus rapidement. Et c'est pareil pour un don finalement. Si vous êtes né dans une famille de musiciens, peut-être que vous allez plus facilement vous diriger vers la musique et acquérir du coup des compétences musicales. Pareil pour l'écriture, si vous avez toujours été dans un environnement où les gens vous poussent à lire, à écrire, ça sera peut-être plus facile que si effectivement autour de vous, personne n'écrit, personne ne lit et que vous découvrez ça à l'âge de 40 ans. Vous pourrez toujours évidemment vous mettre à écrire à partir de 40 ans, hein. Mais par contre, effectivement, par rapport à quelqu'un qui se sera mis à écrire à 20 ans, ce sera peut-être plus compliqué, ou en tout cas, forcément, il y aura un train de retard. Alors, je dis train de retard, mais on peut toujours apprendre un autre train, hein, d'accord? Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de monter dans le wagon supplémentaire, de prendre un TGV pour rattraper l'autre et de le dépasser, hein. D'accord? Ça aussi, c'est possible. Du coup, si je reviens sur pourquoi c'est une bonne nouvelle, eh bien, c'est une bonne nouvelle parce que si l'écriture n'est pas un don inné, ça veut dire que finalement, tout le monde peut apprendre. Et oui, même vous! Et ça, c'est cool! Enfin, surtout si vous avez pour objectif d'écrire un roman. Parce que si vous n'avez pas pour objectif d'écrire un roman, oui, effectivement, ça n'aura pas trop d'intérêt de vous mettre à apprendre à écrire un roman. Voilà. Mais bon, cette vidéo est pour ceux qui voudraient se mettre à écrire et qui, justement, seraient soulagés d'apprendre que comme ce n'est pas un don inné et que ça s'apprend, ils vont pouvoir le faire. Donc comme je vous disais, tout le monde peut progresser, c'est comme en sport, comme en musique, comme en dessin. L'important par contre c'est effectivement de s'y mettre. Et donc je résume encore une fois, la vraie chance c'est finalement pas le don en lui-même, c'est juste l'accès aux choses qui fait que si vous êtes issu évidemment d'un environnement socio-économique un peu privilégié, vous allez peut-être avoir plus de facultés à aller trouver la connaissance, à vous renseigner, à vous former, que si vous partez d'un milieu un peu plus défavorisé. Mais ce n'est pas en tout cas un don et c'est là justement qu'est la différence. Bref, toujours est-il que, pour parler de l'écriture en elle-même, si vous désirez écrire un roman, je vous dis tout le monde peut écrire parce que écrire ça s'apprend. Dans la mesure où en fait on ne se réveille pas en sachant naturellement écrire. Pourquoi? Parce que oui, évidemment, une fois que vous savez écrire, vous pouvez aligner des mots, aligner des phrases, mais quand on écrit un roman, en réalité, un roman repose sur une structure. Alors, généralement, on vous a appris ça en 6e, sauf que en 6e, on n'est peut-être pas au moment où on a trop envie d'écouter à l'école, donc souvent, c'est des choses qu'on oublie. Mais en fait, un roman se base sur une structure narrative, à savoir un élément qu'on appelle la situation initiale, ensuite l'élément déclencheur, ensuite les péripéties, puis l'élément de résolution. Évidemment, une fois qu'on connaît le principe structurel d'un roman, cela peut être déconstruit, et ça peut être ensuite remanié. On peut démarrer par la fin, finir par le début, on peut démarrer par une péripétie qui nous ramène ensuite sur la situation initiale pour expliquer, puis... Mais ça, c'est du ressort narratif, et ça, pareil, ce sont des choses qu'une fois qu'on sait maîtriser, on peut déstructurer, et ensuite on peut s'amuser avec. De toute façon, dans tout art, à partir du moment où on veut réussir justement à faire de l'originalité, où on veut se démarquer, où on veut trouver sa singularité, il faut d'abord avoir acquis les bases. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les bases d'une discipline, vous ne pouvez pas vous amuser à faire n'importe quoi avec la discipline. Désolé, n'est pas Zola qui veut. Alors, comment justement vous pouvez acquérir toutes ces informations, vous former? Il n'existe pas, ou très peu en France, de formations d'écriture, en tout cas qui sont publiques, qui sont dispensées par l'université par exemple, ou par des écoles. Ça existe, des ateliers d'écriture à la fac,
pour l'avoir testé, honnêtement, franchement, c'est pas le truc de fou. C'est différent dans certains autres pays, notamment les pays anglo-saxons, mais ça ne veut pas dire encore une fois que tout est foutu. La plupart des auteurs sont autodidactes, c'est-à-dire qu'ils ont appris tout seuls. Comment on fait pour apprendre tout seul? Déjà, première chose, si vous voulez écrire, il faut écrire. Oui, je sais, ça a tendance à agacer, généralement, quand les gens m'envoient un message en DM sur Instagram pour me dire « Comment je fais pour écrire un roman ?» Bah, la première chose que j'ai envie de répondre, c'est « Écris ». Et je sens en général que la personne derrière, elle est pas ultra contente par ma réponse, c'est-à-dire qu'en fait, elle s'attendrait peut-être à quelque chose, je sais pas, de très méthodologique, de très formalisé, ou que sais-je, mais en fait, il n'y a pas meilleur conseil que de vous dire « Tu veux écrire, écris. Tu veux apprendre à dessiner, dessine. » Bien sûr, au départ, ton dessin, il va être moche. Bien sûr, au départ, ton roman, il va être nul. Ou alors, bravo, t'as réussi du premier coup, mais t'as peu de chance quand même. Donc, au départ, ce sera pas bon. Au départ, ça va être un brouillon. Au départ, ça va être déstructuré. Et en fait, c'est en écrivant que vous allez progresser. Plus vous allez écrire, plus vous allez apprendre, plus vous allez vous perfectionner. Après, si vous voulez par contre du coup apprendre un peu plus de technique, si vous voulez être accompagné par des personnes sur ça, aujourd'hui il existe des formations d'écriture qui sont payantes, donc c'est là où le bas blesse, dans le sens où on n'a pas tous accès encore une fois aux mêmes ressources, donc ça peut être des formations qui sont très chères, donc personnellement j'en ai pas suivi, donc je vais pas vous recommander une formation payante, je pars du postulat qu'il n'y a pas à payer pour apprendre ça, d'autant plus que c'est une passion, donc voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, je veux dire, c'est pas non plus une critique, chacun fait ce qu'il veut de son argent, mais il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, il existe pléthore d'informations qui sont gratuites et qui sont mises à disposition des jeunes écrivains. Alors, par jeunes, j'entends néo-écrivains, pas forcément jeunes dans l'âge, hein. On est d'accord. Il y a des blogs, il y a des comptes Instagram, il y a des podcasts, il y a des vidéos sur YouTube. Personnellement, j'aime beaucoup les vidéos qui sont faites par Samantha Bailly. Alors, la chaîne, elle est plus trop alimentée depuis quelques années, mais celles qu'elle a fait sont très intéressantes sur créer un univers, créer des dialogues, éviter les répétitions, corriger son roman. Vous avez aussi les vidéos de Christelle Le Bailly, ça reste dans Bailly Le Bailly, qui sont aussi très intéressants justement. Alors elle est plus axée auto-édition, mais ça reste quand même pour la même chose. C'est-à-dire que avec Samantha, vous allez trouver ensuite des ressources pour aussi comment faire publier son roman, mais avec Christelle Le Bailly, davantage vers l'auto-édition. Mais les deux, dans les deux cas, vont de toute façon donner des techniques aussi d'écriture. Vous allez pouvoir trouver sinon des blogs. Moi là, je vous encourage à aller regarder notamment celui qui est fait par Éditez-nous, avec des éditoristes justement qui mettent des ressources à disposition. Et il y a aussi là, si vous voulez du coup payer quelque chose, des ateliers d'écriture pour perfectionner son roman, pour apprendre à écrire, pour faire un synopsis, pour faire un pitch, enfin pour faire tout ce genre de choses aussi qui entourent le roman. Donc vous pouvez aussi aller vers ça. Vous avez aussi toutes les ressources qui sont produites par des podcasts, notamment les mots raturés par exemple, ou encore Paroles de plume, ou le mien, tiens, parce que je vais faire ma propre pub aussi, délivrer des mots, donc ça c'est mon podcast, voilà. Vous avez aussi des interviews d'auteuristes, d'éditoristes, et là j'essaie de faire des interviews d'acteuristes du monde du livre, donc voilà, libraires, journalistes, personnes du marketing, voilà, c'est un peu l'idée. Et de façon générale, je vous encourage moi à aller surtout sur Instagram ou sur des Discord d'écriture pour pouvoir trouver des personnes qui, comme vous, écrivent. Pourquoi? Parce que écrire c'est une chose, apprendre des techniques c'est une chose, mais comment on fait pour se perfectionner? Il faut être lu. Pour se perfectionner, il faut se confronter à la critique. Et par critique, j'entends pas forcément critique négative. J'entends le fait d'avoir une personne extérieure, c'est-à-dire pas votre mère, d'accord? Comme je dis ça, mais la mienne, elle est hyper critique. Désolée maman. Mais c'est vrai, et c'est un compliment en fait, en vrai. Donc, ce que je voulais dire par critique, c'est surtout d'avoir des personnes extérieures et pas forcément vos amis. Vous pouvez bien sûr demander aussi à vos amis, mais pourquoi pas forcément vos amis? Parce que vos amis vous aiment. Enfin, si vous avez de bons amis. Normalement, vos amis vous aiment, et ce qui fait que quand on aime quelqu'un, des fois, on est un peu biaisé dans notre rapport à la personne et on n'est pas forcément objectif. Après, on peut être objectif aussi même en aimant la personne, mais voilà, vous pouvez prendre et vos amis et des personnes extérieures. Pour ça, vous pouvez aller sur des Discord, sur Instagram, faire des appels à ce qu'on appelle des bêta-lecteurs ou des alpha-lecteurs. Donc, pourquoi tous ces mots en grec ancien? Moi aussi, je me suis posé la question quand je suis arrivée et que je me suis dit pourquoi les gens ils parlent soit en grec ancien, soit en anglais. Parce que c'était oui, alors tu devrais rajouter du chaudron de tel. Et puis un peu de foreshadowing, s'il te plaît. Qui c'est qui est dispo pour une alpha?
ou moi je serais plutôt pour une bêta. Voilà, donc moi au départ je comprenais rien à ce qu'il racontait, mais j'ai fini par comprendre qu'en fait, un alpha lecteur c'est quelqu'un qui va lire votre texte en même temps que vous l'écrivez. Un bêta lecteur c'est quelqu'un qui va prendre votre texte une fois qu'il est fini pour le lire et vous faire un retour. Et pour les autres termes en anglais, notamment par exemple le show don't tell, c'est montre mais ne dis pas, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire il est en colère, vous allez dire tais-toi, dit-elle en serrant les poings. Le fait de serrer les poings, de montrer une mimique sur votre personnage, va faire comprendre qu'en fait, il est dans une action qui montre sa colère, plutôt que de dire il est en colère. Et le foreshadowing, je crois que c'est le fait de donner des infos. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est le fait de donner trop d'infos au départ, c'est-à-dire qu'en fait, si vous démarrez en disant il vit dans une colline qui est entourée de prés et en fait il y avait un grand méchant qui était en train de tuer tout le monde, c'est beaucoup trop d'informations. Donc on montre des infos et on les distille au cours du roman. Voilà. Mon exemple était pourri, mais j'espère que vous m'avez compris. Quoi qu'il en soit, ce que je disais, c'est que l'important, c'est de se confronter à la critique, parce que plus vous allez vous confronter à un regard extérieur sur votre texte, plus vous allez du coup apprendre, quelles sont vos erreurs, comment vous améliorer, et j'ajouterai aussi que pour bien écrire, il faut lire. Je pars du postulat, je ne pense pas que je changerai d'avis à ce sujet, qu'on ne peut pas écrire si on ne lit pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on lit, on acquiert aussi des techniques d'écriture, on acquiert aussi... Enfin, on imite. La première chose qu'on fait en général quand on se met à écrire, c'est qu'on imite. Alors, malheureusement, comme on passe tous par l'école, souvent, qu'est-ce qu'on imite en premier ? Les écrivains du 19e siècle. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les écrivains du 19e siècle, ils étaient payés à la commande et notamment au nombre de lignes. Donc, plus ils écrivaient, plus ils avaient d'argent. Ce qui peut expliquer pourquoi les descriptions sont très longues dans ce qu'ils faisaient au 19e siècle. Aujourd'hui, on est plutôt dans la tendance drastique à la réduction de description, ce qui ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire ça, bien sûr, mais ce qui veut dire surtout qu'il faut trouver un équilibre entre trop d'infos, trop de descriptions, trop introspection, et des dialogues. Voilà, il faut trouver un équilibre entre tout ça. Moi, je vous encourage surtout à lire dans le genre que vous voulez écrire. C'est-à-dire que si vous voulez écrire de la fantasy, lisez un livre de fantasy. Si vous voulez écrire de la romance, lisez des livres de romance. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, chaque genre a des codes différents. Pourquoi ? Parce que si vous voulez écrire de la romance, mais qu'en fait vous imitez un style gothique historique, en fait votre romance, soit c'est parce que vos personnages, je sais pas, ils sont issus d'un milieu ultra bourgeois qui s'expriment comme s'ils vivaient encore au 19e siècle, et c'est peut-être un effet de style, soit il y a une erreur quelque part de casting. Donc voilà, il faut quand même lire dans le genre, parce que ça peut aider. Et surtout parce que, je sais pas, admettons que vous voulez écrire sur un adolescent qui a 14 ans, qui vit aujourd'hui en 2025, en fait, s'il se met à parler comme une encyclopédie ou comme quelqu'un du 18e siècle, il va y avoir un souci. À moins que vous vouliez écrire un roman historique sur un adolescent du 18e siècle. Là, ce serait cohérent. Et pareil, il faut vraiment toujours que vous réfléchissiez quand vous commencez à écrire votre livre sur, bon, déjà, c'est quoi votre thématique, c'est quoi votre genre, mais c'est quoi la tranche d'âge ? C'est-à-dire à quel public votre texte est-il destiné ? Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, si vous écrivez pour un public adolescent ou pour des enfants, vous pouvez pas user du même vocabulaire que vous auriez utilisé pour un adulte. Et je suis désolée pour toutes les personnes qui vont dire « Bah si, parce qu'en fait, justement, l'enfant, il va apprendre du vocabulaire. » Non, l'enfant, il va rien comprendre, il va pas réussir à vous comprendre. Et c'est là où justement, c'est hyper complexe d'écrire pour de la jeunesse, c'est qu'il faut trouver un savant équilibre entre donner du vocabulaire à un enfant, mais le rendre compréhensible. Et sur ça aussi, je n'en démordrai pas parce que c'est comme mes collègues de travail qui veulent faire un cours de L1 à des élèves de 6e. L'élève de 6e, il comprend juste pas en fait. Donc tu l'as pas rendu plus intelligent, juste tu t'es fait plaisir toi, mais lui par contre tu l'as pas aidé. Voilà, donc tout ça pour dire que vous confronter à la critique, ça ne pourra qu'aider à faire progresser le texte. Et surtout, gardez à l'esprit qu'il ne faut pas avoir trop d'ego quand on se met à écrire, quand on se met à faire quelque chose et qu'on est au début. Ça va pas forcément être bien, ça va même être parfois très nul, et c'est pas grave. Et la personne, alors bien sûr, si elle vous fait des critiques en étant méchante, là vous avez le droit de lui jeter quelque chose dessus, même si la violence ne résout rien, un peu parfois. Non, blague à part, si la personne elle est méchante, là c'est sûr que, non, on coupe court et on arrête. Par contre, si la personne elle vous fait un retour critique sur votre texte, et encore plus s'il y a plusieurs personnes qui vous font le même retour critique, en général, c'est qu'il y a quelque chose à écouter. Donc voilà, donc confrontez-vous à la critique, votre texte, il est perfectible. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien ce que vous avez fait, ça veut juste dire que vous êtes en train de progresser. Tout texte a toujours une marge de progression et même, vous allez voir, quand vous aurez progressé, il y aura toujours une marge de progression. Alors évidemment, au départ, vous allez avoir plus de retours et vous allez progresser plus vite. À un moment, vous allez stagner et voilà, vous aurez acquis certains réflexes.
Néanmoins, peut-être que le jour où vous changez de genre par rapport à votre genre de prédilection, bah, faudra recommencer quelque chose. Voilà. Et ça, c'est comme tout apprentissage. Des fois, on se met au crochet, on sait faire des abeilles, puis d'un coup, on veut faire un dragon. Et bah, c'est pas pareil. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que si vous voulez écrire, écrivez. Et qu'encore une fois, par rapport à ce que je disais dans mon propos du départ, il n'y a pas de don inné. C'est-à-dire que personne ne naît naturellement en étant capable d'écrire un livre de génie. La plupart des auteurs, ce n'est pas lorsqu'ils sont publiés leur premier roman qui est publié, c'est-à-dire leur premier roman écrit. C'est leur premier roman publié, leur première parution, mais c'est pas forcément le premier livre qu'ils ont écrit, enfin que Yale ont écrit. Parce qu'en fait, encore une fois, bah, le premier qu'on écrit, souvent c'est un brouillon. Souvent on a un attachement énorme à notre premier texte, mais c'est un texte qui a servi de base pour en fait nous permettre justement d'acquérir toutes ces nouvelles notions et qui va nous permettre de progresser. C'est pas un texte qui a vocation à être parfait. Ce sera peut-être pas le premier, pas le deuxième, pas le troisième, peut-être que ce sera le 20e de vos textes écrits qui un jour aura un contrat d'édition ou que vous publierez tout seul en auto-édition. Peut-être que votre premier texte, oui, sera publié, mais c'est extrêmement, extrêmement rare parce qu'encore une fois, souvent le premier, c'est vraiment du brouillon et c'est tant mieux qu'en fait, on puisse progresser. Donc vraiment, souvenez-vous que aussi, le premier jet que vous faites de votre texte, c'est-à-dire la première passe que vous faites quand vous écrivez, n'a pas besoin d'être parfait et de toute façon, il ne le sera pas. Voilà. Donc, on range son ego de côté. On se rappelle que personne n'est un génie, il n'y a pas de don surnaturel de l'écriture, c'est juste du travail, c'est juste de la persévérance, c'est juste de la progression et de l'apprentissage. Donc encore une fois, non, je n'ai pas la chance d'avoir été bénie par la muse de l'écriture venue sur mon berceau, qui fait que du coup, je me suis mise à écrire et waouh, c'était merveilleux tout ce que j'ai fait. Non, pas du tout, c'est juste qu'en fait, je prends le temps aussi d'écrire, je cale ce temps dans mon emploi du temps, parce que pour moi, l'écriture, c'est ma passion et c'est quelque chose que j'adore. Je le fais au détriment d'autres choses, je regarde très peu la télévision, j'ai très peu de vie sociale, je n'ai pas de vie de famille en dehors de ce que je vois pendant les vacances, donc j'ai du temps. Vous pouvez aussi ne pas forcément avoir tous le même rythme, et c'est ok, chacun prend le temps qu'il lui faut. Mais voilà, il n'y a pas une chance particulière de savoir écrire ça s'apprend. Et si on veut écrire, il faut aussi prendre le temps de le faire, et c'est pareil, personne ne peut écrire un roman à votre place, donc si vous voulez écrire, il faut écrire, il n'y a pas de formule magique, ce n'est pas magique, c'est mathématique. Plus vous écrirez de mots, plus votre roman progressera. Voilà, désolée. Je sais que pour tous les littéraires, c'est violent quand on leur dit c'est pas magique, c'est mathématique. Mais c'est la vérité. Donc on retiendra, écrire, c'est pas une question de génie, c'est une question de travail, de persévérance, de curiosité et de maths. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.